au moment où j'ai connu le Japon, la Chine n'existait pas. Il y avait un blackout complet sur la Chine. C'est extraordinaire de penser à ça. En 67, la Chine n'existait pas. À Hong Kong, il y avait une petite clôture et on nous disait l'autre côté, c'est la Chine. Mais on n'y mettait pas les pieds. Alors que là, évidemment, la Chine existe et le Japon existe par rapport à la Chine. Et dans la Chine, il y a beaucoup d'investissements japonais. Ça m'intéressait aussi. Le premier pays que je visite en Asie, c'est le Japon. J'ai 24 ans, 25 ans à peu près. C'est plus qu'un choc. Et donc, ça me stimule énormément, ça m'interpelle énormément. Qu'est-ce que cette différence? D'où vient cette différence? Quelle est l'ampleur dans le temps de cette civilisation? Comment s'est-elle construite? Et je me suis intéressé à l'histoire du Japon. Intéressé aussi, j'ai bloqué un peu dans l'histoire du Japon à ce moment où le Japon demeure très profondément le Japon, mais devient en même temps une puissance industrielle, scientifique et technologique. Ça n'arrêterait pas de se confirmer du 19e jusqu'à maintenant. Donc ce premier voyage a eu, dans la très longue durée, un impact considérable. C'est le premier pays d'une autre civilisation, réellement, d'une autre civilisation que j'ai vue, et ça m'avait vraiment très profondément marqué. J'étais directeur du journal Le Devoir, et c'est dans cette fonction que j'ai commencé à développer des liens avec des personnes, au-delà des mondanités, etc. Je suis devenu ami, ça veut dire pouvoir avoir de vraies conversations avec les gens, d'aller chez eux, de les recevoir chez soi. Je suis au Devoir un jour et on me dit, il y a un monsieur Seto qui veut vous voir, il représente un conglomérat japonais, finalement il représentait Jetro, la grande maison du commerce extérieur du Japon, ici, et il voulait me voir parce qu'il voulait qu'on fasse au Devoir un cahier spécial sur le Japon. Alors, dans ma tête, c'était immédiatement oui, ça m'intéressait qu'on le fasse, et puis avec eux, on a fait une superbe publication. Et là, avec Seto, qui était venu me voir, on s'est retrouvés autour de ce cahier à plusieurs reprises. Je suis allé au Japon avec 2 journalistes faire une grande série d'entrevues. Je suis revenu, je l'ai revu. Je suis parti ensuite, quelques années plus tard, pour Paris. Et un jour, j'ai un téléphone de Seto, qui était nommé Jetro Paris. Donc on s'est suivis et on s'est toujours rapprochés, nos familles, nos enfants. Et lui m'a présenté ses amis, évidemment, avec qui il travaillait. Et il m'a permis de comprendre à la fois la grandeur du fait d'être un Japonais, la difficulté aussi du fait d'être japonais, comment ça se vit, une famille japonaise, comment ça se vit un couple japonais, comment les femmes japonaises ressentent un certain nombre de choses différemment des femmes occidentales. Tout cet apparent lien entre les hommes, entre les personnes au Japon et ce grand isolement qui est ressenti aussi par un grand nombre dont la littérature et le cinéma parlent. Mais là, je l'apprenais par des personnes qui le vivaient, comme on se parle entre amis. Il ne faisait pas des confessions particulières, mais comme on se parle entre frères et sœurs, entre amis, finalement, quand on s'apprécie, on finit par parler de ces choses-là. J'essayais aussi de voir comment ma fascination pour eux était semblable ou non à ce que j'observais de leur fascination quelquefois pour l'Europe et pour certains pays européens. En tout cas, les francophiles japonais ont une fascination pour la France qui déborde, qui est très grande. Et ça m'intriguait aussi. Qu'est-ce qu'ils trouvent dans les autres sociétés qui les fascinent à ce point-là? Parce qu'ils sont aussi, au niveau de la confidence, capables d'aller très loin quand ils ont confiance dans cette admiration presque sans limite qu'ils ont parfois pour une autre civilisation. Puis il y a aussi, à travers la cuisine, à travers le décor des maisons, traditionnelles ou non, la façon dont on vous accueille, la façon dont on vous présente finalement les parents, la façon dont on vous sert le thé et tout ça, il y a plein de signes d'amitié
qu'on ne connaît du Japon que lorsque l'on connaît réellement des Japonais, et ça prend un petit moment. Le Japon a une action dans le monde qui lui ressemble d'une certaine façon. Moi, j'ai surtout vu l'action du Japon en coopération en Afrique. Alors, on affiche beaucoup aujourd'hui la Chine en Afrique, on affiche beaucoup l'Inde en Afrique, etc. Le Japon est très présent aussi, mais à sa façon à lui, sur des choses extrêmement concrètes, qui s'appellent l'eau, qui s'appellent le riz, qui s'appellent des écoles, qui s'appellent des équipements technologiques pour les écoles avancées. J'ai toujours trouvé que la coopération japonaise était très concrète, très concrète. La meilleure, ou l'une des meilleures. L'intervention au forum, on est au Forum mondial de la langue française à Québec, au moment où on fait cette entrevue, et a été fait par le directeur de la maison franco-japonaise, qui est venu d'une façon extrêmement simple dire des choses considérables. Quand il a dit tout le plaisir qu'il avait à rappeler que beaucoup de ses compatriotes, beaucoup d'Asiatiques apprenaient les langues occidentales, mais que désormais le régime voulait que les Occidentaux apprennent les langues asiatiques. C'est une grosse vérité dite fort aimablement, et qui est géopolitiquement très importante pour la francophonie. Je ne connais pas le détail de la relation Québec-Japon, mais je sais qu'il y a des échanges commerciaux dans des domaines extrêmement sensibles où les Japonais nous font très confiance. La sécurité des aliments, par exemple. Ce n'est pas rien, la sécurité des aliments. Dans le monde, ce n'est pas rien au Japon. Et j'observe ici les grands groupes comme la Coopérative Fédérée, d'autres aussi, qui ont comme marché prioritaire le Japon. D'autres pays asiatiques, mais le Japon. Ce qui veut dire qu'il s'est développé entre ces vendeurs que nous sommes et ces clients qu'ils sont dans ce domaine-là, une relation d'extrême confiance. Si vous achetez, je ne sais pas, un meuble, c'est pas la même chose que si vous achetez la viande que vous allez servir à vos vieux parents ou à vos enfants. Ça veut dire qu'ils se sont parlé, ça veut dire que ce que les Japonais attendent en termes de qualité, en termes de sécurité, de traçabilité, etc., on a su répondre à ça. Que donc un dialogue sur une question aussi sensible et donner des résultats, c'est qu'on peut dialoguer avec eux.